Guillaume Fard. Ce matin, Emmanuel Macron a fait un lien, et on va parler évidemment, puisqu'on se projette à horizon 10 ans dans la sécurité de demain, on va parler des nouvelles technologies avec vous et des nouvelles, de tout ce qui est, avec l'intelligence artificielle, avec le digital, peut modifier ce métier et notre quotidien. Mais Emmanuel Macron, ce matin, a fait un lien entre la radicalisation, les réseaux sociaux, Internet, voire même un lien qui allait jusqu'au drame de Madame Knoll qu'on a célébré ce soir au travers d'une marche solidaire. Les nouvelles technologies sont aujourd'hui à la fois un appui et une menace pour la sécurité? Oui, indiscutablement. Vous nous interrogiez sur la menace. Alors la menace, d'abord, elle est réelle. Ensuite, elle est déconcentrée et enfin, elle est durable. Et sur la réalité de la menace, on s'interrogeait après le 30 septembre 2017, puisque le 30 septembre 2017 avait été le dernier attentat meurtrier commis en France, avant celui qui a frappé la France vendredi dernier. Et déjà, après le 30 septembre, il y a eu la loi antiterroriste qui a suivi, et puis on s'est dit, mais ne faudrait-il pas commencer à songer à dégarnir les dispositifs et à lever la vigilance? Et dans le débat public, commençait à retentir une petite musique qui était celle, finalement, de redescendre un peu en puissance le dispositif Sentinelle. Et fort heureusement, on a quand même fini par se rendre compte, et tragiquement, que la menace, elle est bien réelle et qu'elle n'a absolument pas quitté le pays après les attentats qui ont été perpétrés en septembre 2017. Mais on ne peut pas maintenir une menace et une sécurité à son taux maximal, si on en a les moyens, parce qu'on l'a dit aussi, qu'il y avait un problème c'est là tout de fatigue. D'abord, la réalité de la menace. Deuxièmement, c'est la déconcentration de cette menace. Parce qu'il ne faut pas imaginer que cette menace concerne exclusivement les centres urbains. Et le deuxième enseignement de l'attentat qui a été commis vendredi, c'est que les territoires sont également des cibles, au moins à égalité ou à parité avec les grands centres urbains, et que le terrorisme dit d'opportunité, alors le président de la République dit endogène, celui-ci il frappe à proximité de son lieu de vie. Et si le lieu de vie ce sont les territoires, eh bien les territoires sont frappés, et ça remet d'ailleurs en perspective tout le rôle de la gendarmerie nationale, qui, aux côtés de la police nationale, est une force qui concourt de la même manière à la lutte antiterroriste et au contre-terrorisme. Et enfin, puisque vous m'interrogez sur une nouvelle technologie, la menace est durable. Et dans 10 ans, vraisemblablement qu'elle sera toujours là, d'abord pour une raison, qui est que contrairement aux vagues terroristes des années 80, l'année 86 par exemple, qui était particulièrement sanglante, ou des années 95 et 96, où on avait un terrorisme de projection, c'est-à-dire où des organisations terroristes internationales organisaient et fomentaient des attentats depuis l'étranger pour frapper le sol national, là nous avons des individus qui sont en rupture avec les valeurs de la République française, avec un projet de société, et qui, étant en rupture, en bout de chaîne, en bout de course, vont être très perméables aux idéologies violentes qu'ils vont notamment rencontrer sur les réseaux sociaux. Et c'est là aussi une des particularités du phénomène que nous vivons, c'est qu'il est digitalisé. C'est la question que vous me posiez. Effectivement, c'est Internet qui a permis aussi des contacts facilités entre ceux qui sont perméables aux idéologies violentes et précisément ces idéologies violentes. Et ce contact-là, il va perdurer. Et les réseaux sociaux, les applications mobiles, Telegram, WhatsApp, Messenger, toutes ces applications mobiles qui d'ailleurs aujourd'hui ne sont pas reconnues comme des opérateurs de communication numérique et du coup ne sont pas dans la plateforme nationale des interprètes judiciaires et ne font pas l'objet par les services de police judiciaire d'écoute judiciaire, permettent la prolifération de cette menace et renforcent sa durabilité. Guillaume Fard, justement, on l'a un peu abordé et survolé avec Georges Fenech à l'instant, mais il y a effectivement, et peut-être là vous allez me le dire, un apport que peut apporter le privé, y compris à la sécurité publique, à savoir cette maîtrise des nouvelles technologies, parce que ce sont des acteurs privés bien souvent qui sont en train de mener et de promouvoir tout un tas d'outils numériques, digitaux, intelligents qui peuvent aider à la sécurité, que ce soit les entreprises privées ou le public. Pour ma part, je n'opposerai pas la capacité des administrations de sécurité publique et des opérateurs de sécurité privée à innover. Je pense que les deux ont aussi des capacités de ce point de vue. En revanche, pour ce qui est de leur capacité à travailler ensemble, le sujet, c'est plus est-on pour, est-on contre. C'est on ne peut plus faire sans cette coopération.
Si on parlait tout à l'heure de continuum de sécurité, le continuum, c'est un axe gradué. Si on prend l'ensemble des forces qui concourent à la sécurité générale de la nation et qu'on essaye de les positionner sur un axe qui partirait des missions les moins sensibles et les plus locales aux missions les plus sensibles et les plus internationales, on voit bien que chacun doit pouvoir trouver sa place sur cet axe. Ce qu'ont fait les attentats du 13 novembre 2015, c'est qu'ils ont aussi un peu brouillé les repères sur cet axe, parce que tous ces acteurs qui jusque-là étaient des plus spécialisés ou moins spécialisés, des plus locaux, plus internationaux, se sont retrouvés à un moment donné dans un espace commun qui était la voie publique. Et tous se sont retrouvés à faire des missions de sécurité de voie publique, chacun à leur niveau, mais sans que les compétences des uns et des autres soient parfaitement claires pour les uns et pour les autres. Et ça, c'est une des difficultés qui se posent aujourd'hui, c'est la clarification des compétences et le tracé des périmètres des actions de chacun. Parce que appeler au concours de la sécurité privée, c'est indispensable. À vrai dire, après les attentats du 13 novembre, il n'y avait plus un seul événement dans ce pays qui soit festif, culturel, sportif, qui puisse se tenir sans le concours de la sécurité privée. Mais la sécurité privée n'est pas qu'une force supplétive, elle doit aussi trouver sa place dans le continuum. Et ce positionnement-là, il n'est encore pas clair. Alors beaucoup de chemin a été fait depuis 2015, sans doute qu'on a parcouru ce chemin beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait parcouru sans les attentats. Pour autant, il y a une forme d'impatience. Et cette impatience, c'est celle d'un secteur, c'est celle d'acteurs qui attendent des pouvoirs publics qui leur disent quelle est exactement leur place sur ce continuum. Et ça, pour le moment, ça n'est pas encore le cas. Après, sur les évolutions publiques-privées, bien sûr qu'à 10 ans, la coopération sera encore plus forte qu'elle n'est aujourd'hui, parce que c'est le sens de l'histoire. Ça va avoir des conséquences sur le plan RH. Ça va avoir des conséquences sur le plan RH pour la sécurité privée, parce que aujourd'hui c'est une filière où les parcours de carrière, notamment en surveillance humaine, sont ralentis par le fait qu'il n'existe pas encore suffisamment de cadres, d'agents de maîtrise, 2% de cadres dans la sécurité privée. C'est encore trop peu pour que cette filière soit véritablement attractive. Mais elle ne pourra l'être que si elle est pleinement reconnue par les pouvoirs publics et que aussi ses prestations sont achetées au juste prix. Deuxième enjeu RH, c'est celui des allers-retours dans les parcours de carrière. Une tendance lourde qui est en train de débuter aujourd'hui, c'est le fait que les carrières, publiques comme privées, ne seront plus linéaires. Et que ceux qui, il y a encore 10 ans, 15 ans, pouvaient faire toute une carrière dans la sécurité publique ou dans la sécurité privée, dans les années qui viennent, feront des allers-retours et plus des allers sans retour. Parce que ce que l'on vivait jusqu'à présent, c'était ceux qui, après une première vie dans une administration, passaient dans le secteur privé. Les derniers discours du ministre de l'Intérieur, c'est de dire que les administrations de l'État doivent pouvoir accueillir des talents venus du secteur privé, qui, pourquoi pas, après repartiraient dans le secteur privé sans que ce soit signe d'interruption de la progressivité d'une carrière. Donc ça fait partie aussi des évolutions et des tendances lourdes de ce rapprochement public-privé. Il y a des enjeux RH qui sont des enjeux forts et qui vont marquer les prochaines années. Guillaume Fard, en guise de conclusion là aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle parfois des intrusions sur des centrales nucléaires par des groupes comme Greenpeace. Aujourd'hui, ce genre de site sensible, il est presque plus fragile sur son système informatique que sur ses murailles, quelque part, ou sur ses ouvertures et ses fermetures. Le risque, c'est bien sûr le risque de la rupture de la continuité de l'activité ou de l'arrêt d'exploitation, voire davantage. Après, pour ce qui est des opérateurs d'importance vitale, eux ont des obligations particulières qui découlent de la loi de programmation militaire en matière de sécurité de leur système d'information. Donc on ne part pas quand même de zéro en termes d'obligations réglementaires les concernant. Pour autant, il est certain que la menace se transformant, les risques de cyberattaque augmentent et que l'impunité relativement plus forte par rapport aux agressions ou aux malveillances traditionnelles fait qu'il y a tout un pan de la criminalité qui migre vers le monde digital parce que naturellement les crimes et délits sont plus faciles à commettre dans ce monde digital que dans le moins dans le pénalisés monde aussi parfois. Oui. En tout cas, il est plus difficile de retrouver les auteurs et donc l'impunité est une des conséquences. Là aussi, et ça concerne évidemment ceux qui sont dans cette salle, vous tous.
les entreprises, alors je parlais de centrales nucléaires, mais on peut prendre des entreprises plus classiques, et on parlait de TV5 tout à l'heure, ce sont des entreprises privées qui assurent la sécurité de ces géants parfois de l'économie. Et là aussi, il faut de l'éducation sans doute, de la formation, du personnel et des salariés. Elles sont toutes progressivement en train d'investir. Hein. Et d'ailleurs, si on regarde la carence qu'il y a aujourd'hui sur le marché de la cybersécurité, que ce soit pour recruter des RSSI ou même pour recruter des ingénieurs conseils qui vont aller peupler les gros cabinets de conseil qui eux-mêmes offrent des prestations, il y a une tension sur ce marché qui montre quand même qu'il est dynamique. Mais après, la menace, on parlait des personnes physiques, mais ça peut être aussi une menace qui émane d'autres personnes morales. Ça peut être des concurrents qui voudraient attenter à votre cybersécurité, mais cette fois-ci dans des buts qui seraient soit de déstabiliser votre activité économique, soit de vous priver, de vous ravir de l'information économique, et ça peut également être des États. Donc en fait, cette menace, elle est protéiforme, et c'est aussi ce qui la rend d'autant plus forte. Merci à vous trois, je vous demande de les applaudir, Georges Fenech, Sébastien Pietrasanta et Guillaume Fard.